Bonjour, donc je suis Bassam Moujaled, chargé de recherche au CEREMA, et avec ma collègue Adeline Mellois, nous allons présenter les tendances nationales et exigences concernant l'étanchéité à l'air des bâtiments et des réseaux de ventilation en France. Je vais commencer par vous présenter le contexte français de l'étanchéité à l'air des bâtiments, et notamment à travers cette frise chronologique qui présente l'historique de la prise en compte de la perméabilité à l'air dans les réglementations françaises et dans le label énergétique, notamment le label Effinergie. Donc, la perméabilité à l'air a été prise en compte dans la réglementation française depuis 2000, avec d'abord la RT 2000, puis la RT 2005, qui ont introduit des valeurs par défaut pour la prise en compte de la perméabilité à l'air dans le calcul réglementaire, avec la possibilité d'utiliser une meilleure valeur, mais justifiée par mesure. Mais la première date importante en France concernant la perméabilité à l'air, c'est 2008 avec la mise en place du label BBC Effinergie, qui pour la première fois a introduit une exigence sur la perméabilité à l'air pour les bâtiments résidentiels. Cette exigence, ce label qui a aussi préparé le terrain pour la réglementation RT 2012, qui a généralisé cette exigence pour tous les bâtiments résidentiels neufs, avec une exigence réglementaire donc pour ces bâtiments, l'obligation de justifier le résultat par mesure ou par un autre moyen que je détaillerai un peu plus loin. Ces exigences, ensuite imposées par la RT 2012, ont été reprises par la nouvelle réglementation RE 2020, entrant en vigueur en 2022, en les renforçant en ajoutant de nouvelles exigences pour certains bâtiments tertiaires. Donc, la perméabilité à l'air, donc, qui caractérise les fuites d'air non volontaires à travers l'enveloppe de bâtiment, qui peuvent avoir un impact à la fois sur la performance énergétique du bâtiment et sur la qualité de l'air intérieur. Elle peut impacter aussi le confort thermique, moyennant les courants d'air. En France, on la caractérise avec un indicateur qui s'appelle le Q4 PA-SURF. Donc, cet indicateur est le débit de fuite d'air à la différence de pression de 4 pascal par unité de surface déperditive hors plancher bas et s'exprime donc en mètres cubes par heure par mètre carré. Donc en France, on utilise ce débit d'air, on le mesure sous une différence de pression de 4 pascal qui est un peu spécifique à la France, puisque dans la majorité d'autres pays en Europe ou dans le monde, la différence de pression de référence utilisée est 50 pascal. En France, le choix de cette différence de pression peut être justifié parce qu'il est proche de différence de pression encourue par l'enveloppe du bâtiment sous des conditions réelles. Et comme on va le voir plus tard, cet indicateur est aussi utilisé dans la réglementation comme donnée d'entrée du calcul énergétique de la méthode réglementaire. Donc, sur cette graphique, j'ai essayé de vous présenter des ratios qui permettent de convertir donc l'indicateur français Q4 par rapport à d'autres indicateurs qu'on peut trouver dans d'autres pays, notamment le début de fuite d'air à la différence de pression 50 pascal ou le taux de renouvellement d'air à une différence de pression de 50 pascal. Donc maintenant, les exigences réglementaires pour les bâtiments résidentiels. Donc, depuis 2013, la RT 2012 a introduit une exigence réglementaire pour ces bâtiments qui ne doivent pas dépasser 0,6 m3 par heure par mètre carré pour les maisons individuelles et 1 m3 par heure mètre carré pour les bâtiments de logement collectif. Et ces exigences ont été maintenues avec le RE 2020 en y ajoutant certaines pénalités qui doivent s'appliquer lorsque des mesures sont réalisées dans certaines conditions. Notamment si les mesures sont réalisées par échantillonnage, notamment sur les bâtiments de logement collectif. Dans ce cas, le résultat final doit être multiplié par 1,2. Également, lorsque des travaux pouvant affecter la perméabilité à l'air des logements restent à réaliser après la livraison. Dans ce cas, le résultat du test doit être pénalisé en y ajoutant une valeur de 0,3 m3 par heure mètre carré. Concernant les bâtiments non résidentiels, la RE 2020 a introduit en 2022 une obligation, une exigence sur la perméabilité à l'air pour les bâtiments de bureaux et d'enseignement de moins de 3000 m2, avec une valeur seuil à ne pas dépasser de 1,7 m3 par heure mètre carré. Pour les autres bâtiments tertiaires, il n'y a toujours pas d'exigence réglementaire et dans ce cas, on peut soit utiliser une valeur par défaut de 1,7 ou 3 m3 par heure mètre carré selon l'usage du bâtiment, ou utiliser une valeur meilleure que cette valeur par défaut, mais qui doit être justifiée par mesure. Donc, cette exigence de perméabilité à l'air doit être vérifiée. Pour la vérifier, il faut justifier la valeur de la perméabilité à l'air
Et il y a deux moyens de le faire, soit par une mesure qui doit être réalisée dans ce cas par un opérateur autorisé en respectant la norme internationale qui décrit la méthode de mesure, donc c'est la norme ISO 9972 et son fascicule documentaire FD P50784 qui détaille l'application de cette norme au contexte français. Il y a aussi la possibilité d'adopter une démarche qualité certifiée pour l'étanchéité à l'air du bâtiment. En complément de ces exigences réglementaires, des différentes réglementations françaises, l'association FNRJ a également élaboré des labels énergétiques avec des exigences renforcées pour la perméabilité à l'air des bâtiments dans l'objectif de préparer l'évolution de ces exigences dans les révisions des réglementations. Et donc, les labels FNRJ exigent pour les maisons individuelles neuves une perméabilité à l'air à ne pas dépasser des 0,4 m3 par heure mètre carré. Pour les bâtiments de logement collectif, une valeur de 0,8 m3 par heure par mètre carré. Pour les bâtiments non résidentiels, il n'y a pas de valeur seuil à ne pas dépasser. Par contre, le test est obligatoire pour les bâtiments non résidentiels de moins de 3000 m². Donc, comment cette perméabilité à l'air est prise en compte dans le calcul réglementaire? Donc, on a vu, il y a, depuis notamment la RT 2012, une exigence réglementaire sur la perméabilité à l'air pour les bâtiments résidentiels, avec les bâtiments, avec la RE 2020, également une exigence pour certains bâtiments non résidentiels. Cette perméabilité à l'air est également utilisée dans la méthode de calcul réglementaire comme une donnée d'entrée afin d'évaluer l'impact de fuite d'air lié à la fois aux infiltrations au système de ventilation sur les performances énergétiques du bâtiment et donc sur les consommations énergétiques. Pour cela, il y a dans les méthodes de calcul un modèle aérolique nodal qui est intégré et qui permet de calculer les débits d'air induits par les infiltrations du système de ventilation de chaque zone du bâtiment. Pour chaque zone, la méthode va considérer deux fuites sur les façades sous le vent et ces fuites sont reparties sur deux hauteurs qui sont 25% et 75% de la hauteur sous plafond, avec deux fuites également sur les façades face au vent selon la même répartition sur la hauteur de la zone et une fuite sur le plafond. Ensuite, pour chaque fuite, on attribue un coefficient de fuite d'air qui est calculé à partir de la perméabilité à l'air Q4 Assure en la répartissant au prorata des surfaces des parois par rapport à la surface totale des parois déperditives au plancher bas, en considérant un coefficient N de 2 tiers. Donc, pour vérifier le respect de l'exigence réglementaire, la réglementation existe de justifier la valeur de la perméabilité par mesure et toute mesure réglementaire doit être effectuée par un opérateur reconnu compétent par le ministère en charge de la construction et qui est également indépendant du projet de construction. Les opérateurs reconnus sont les opérateurs autorisés dans le cadre de la qualification 8711 gérée par l'organisme Calibat. Donc, pour être reconnus, pour obtenir cette qualification, les mesureurs doivent d'abord suivre une formation reconnue par le ministère avec une validation théorique, une validation pratique de la mesure et doivent justifier également d'une expérience minimale avec un minimum 5 opérations de mesure, de référence. Il faut également, les opérateurs autorisés sont soumis à un suivi annuel de la qualification avec un contrôle sur dossier de rapport de mesure et l'obligation de transmettre annuellement le registre de l'ensemble des opérations de mesure réalisées sur l'année précédente. Donc, ces registres qui sont collectés par Calibat et ensuite transmis au CEREMA pour les consolider dans la base de données nationale de la perméabilité à l'air des bâtiments. La mesure de la perméabilité à l'air doit être réalisée selon la norme internationale ISO 9972 et son fascicule français documentaire FDP 50784. Et donc, la méthode de mesure, comme décrite dans cette norme, est forcément la méthode de mesure par pressurisation, qui est donc la seule méthode utilisée en France. Et la mesure doit être réalisée selon la méthode 3 de cette norme. Donc, selon cette méthode, seules les ouvertures pour la ventilation, que ce soit naturelle ou mécanique, prises en compte dans le calcul thermique sont colmatées et toutes les autres ouvertures doivent être laissées en l'état. Les fenêtres, les portes et les trappes de l'enveloppe doivent être fermées. Donc, et pour les bâtiments résidentiels collectifs de plus de 500 m², il est possible de faire la mesure sur le bâtiment entier, mais il y a également la possibilité de faire des mesures sur une partie d'un bâtiment en faisant une mesure, c'est un échantillon de logements. Donc, soit un échantillon de 3 logements pour les bâtiments de 30 logements, ou soit un échantillon de 100 logements pour les bâtiments de 500 logements. Donc,
au moins, soit un échantillon de 6 logements pour des bâtiments de plus de 30 logements, pardon. Et les logements doivent être répartis sur les niveaux le plus bas, intermédiaire et le plus haut du bâtiment. Et le résultat final sera égal à la valeur moyenne pondérée par les surfaces des parois déperditives hors plancher bas des logements de l'échantillon. Donc, pour conclure sur l'étanchéité à l'air des bâtiments et avec les différentes exigences et tendances nationales en France. Donc aujourd'hui en France, il y a environ 760 opérateurs qualifiés en 2024, avec une base de données nationale dans laquelle on a plus de 600 000 mesures et plus de 60 000 mesures réalisées chaque année. Avec 96% de ces mesures réalisées principalement dans les bâtiments résidentiels neufs, et ceci s'explique par l'exigence réglementaire qui s'applique aujourd'hui uniquement pour le bâtiment résidentiel neuf, avec la nouvelle exigence introduite par le R 2020 sur le bâtiment non résidentiel. Donc, on espère, on pense que le nombre de mesures dans le bâtiment non résidentiel, notamment les bâtiments de bureaux et les écoles, vont augmenter. Donc, on voit notamment sur le graphique ici en haut l'évolution du nombre de mesures par année de construction des bâtiments. On peut voir un saut important dans le nombre de mesures depuis l'entrée en vigueur de la RTE 2012, puis une stabilisation donc autour de 60 000 mesures par an. Et on voit également donc le niveau moyen de la perméabilité à l'air qui se stabilise autour de 0,4 m3 par heure par mètre carré pour une maison individuelle et 0,65 m3 par heure par mètre carré pour le logement collectif. Pour les bâtiments tertiaires, qui jusqu'à 2022 n'étaient pas soumis à une exigence réglementaire, on a un nombre de mesures qui est beaucoup plus faible, mais avec une dynamique qui montre une augmentation importante des nombres de mesures, avec près de jusqu'à 2000 mesures par an depuis 2019, et une progression, une amélioration de la perméabilité à l'air, avec une valeur moyenne aujourd'hui autour de 0,5, 0,6 m3 par heure par mètre carré. On note que 93% des bâtiments testés, des bâtiments non résidentiels tertiaires testés sont meilleurs que la valeur par défaut. Donc, on va passer maintenant à la partie de la présentation concernant l'étanchéité à l'heure des réseaux de ventilation avec ma collègue Adeline Mélois. Bonjour et merci Bassam. Je vais donc prendre la main maintenant pour parler de l'étanchéité des réseaux de ventilation. Comme on va pouvoir le voir, c'est une démarche très similaire à ce qui a été mis en place en France pour l'étanchéité des bâtiments. On voit qu'on a commencé également avec l'introduction d'une valeur par défaut depuis la RT 2000 qui pouvait être modifiée dans le calcul thermique en utilisant une meilleure valeur qui devait alors être justifiée. Depuis la RT 2012, on a la possibilité de justifier cette meilleure valeur par une démarche qualité pour les réseaux de ventilation avec une démarche similaire à celle qui est proposée pour les bâtiments et l'introduction d'une qualification pour les opérateurs de mesure. Pendant cette réglementation thermique 2012, un des labels Effinergie, donc le label Effinergie Plus, a permis d'introduire de nouvelles exigences sur la ventilation, avec notamment l'inspection des systèmes de ventilation et une mesure obligatoire pour les réseaux de ventilation avec une classe à obtenir, la classe A. Depuis la mise en place de la RE 2020, on a également une nouvelle inspection qui a été rendue obligatoire pour tous les nouveaux systèmes de ventilation mécanique en résidentiel, avec l'obligation d'inspection à réception en appliquant le protocole RE 2020. Aujourd'hui, en France, on a une situation qui ressemble à celle pour l'étanchéité des bâtiments, mais avec un ordre de grandeur un peu plus faible, puisqu'on a 139 mesureurs autorisés pour les mesures de réseau de ventilation. On a également une base de données nationale pour ces mesures qui représente un peu plus de 10 000 tests aujourd'hui. On observe environ 1000 tests par an qui sont réalisés sur les réseaux de ventilation. Près de la moitié de ces tests ont été réalisés sur des bâtiments non résidentiels, ce qui n'est pas la même chose que ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le bâtiment, sur l'enveloppe, ce qui s'explique par les différences d'exigence, puisqu'aujourd'hui, aucune exigence réglementaire de classe à atteindre n'existe pour les réseaux de ventilation. Lorsqu'on regarde les classes obtenues, on voit que dans le résidentiel, près de la moitié des tests sont conclus par un résultat pour une classe A. En réseau
pour les réseaux non résidentiels, on obtient dans presque la majorité des cas une classe B. Donc on voit que les réseaux sont plus étanches dans les bâtiments mesurés en non résidentiel. Aujourd'hui, dans le calcul réglementaire de la RE 2020, on a une mesure obligatoire lorsqu'on renseigne une classe A, B ou C. Et lorsque pas de mesures sont réalisées, c'est que la classe par défaut de la réglementation a été utilisée, qui équivaut environ à 2,5 fois la classe A. Dans le cadre de l'application des labels F-Énergie, les mesures sont obligatoires avec une classe minimum à atteindre. Dès que une mesure est obligatoire, la justification se fait par une mesure réalisée par un mesureur autorisé d'après la procédure de qualification Qualibat. Et donc, dans cette procédure, on a les mêmes exigences que pour l'enveloppe. Donc, des références françaises à respecter. Dans ce cas, il s'agit du fascicule documentaire E51767. Une formation qualifiante qui a été approuvée par l'État, à l'issue de laquelle un examen doit être validé et un minimum d'expérience doit être justifié. Enfin, on a également un contrôle de suivi annuel qui est réalisé et qui permet de renseigner la base de données nationale de résultats de mesures. Concernant la nouvelle exigence sur l'inspection des systèmes de ventilation, la RE 2020 a introduit l'obligation d'inspection des systèmes de ventilation pour tous les bâtiments résidentiels neufs, que ce soit en maison individuelle ou en logement collectif, équipés d'un système de ventilation mécanique. Donc cela concerne à la fois les systèmes de ventilation simple flux et les systèmes de ventilation double flux. Dans tous les cas, l'inspection doit être réalisée par un mesureur autorisé. Cette inspection comprend 3 étapes qui sont définies dans le protocole RE 2020. Donc, tout d'abord, la pré-inspection qui consiste en l'analyse des documents de conception des systèmes de ventilation et la préparation de la visite sur site avec la récolte de l'ensemble des informations nécessaires. Ensuite, des inspections fonctionnelles sont réalisées sur site. Il s'agit d'inspections visuelles des différents composants des systèmes de ventilation qui ne nécessitent pas de mesure. Et enfin, la dernière étape consiste à la réalisation des mesures fonctionnelles sur site. Il s'agit de mesures de débit et ou de mesures de pression aux bouches de ventilation. La nature de ces mesures dépend du type de système de ventilation. Concernant la mesure de perméabilité à l'air du réseau, elle reste optionnelle selon la réglementation. Elle n'est obligatoire que lorsqu'une classe meilleure que la classe par défaut est utilisée dans le calcul réglementaire. Pour conclure sur l'ensemble de ces présentations, vous pouvez trouver ici une synthèse en anglais, puisque cette présentation est issue d'une présentation en anglais, qui permet de recenser l'ensemble des exigences qui existent à la fois sur l'enveloppe du bâtiment, sur les réseaux de ventilation et sur les systèmes de ventilation. Donc, cette synthèse est divisée en 3 grandes catégories de bâtiments, les maisons individuelles, les logements collectifs et le non résidentiel. On va retrouver les valeurs par défaut, avec notamment les valeurs en Q4P Assure pour l'enveloppe des bâtiments et la classe d'étanchéité des réseaux de ventilation. On va retrouver les exigences sur les labels F-Énergie et puis également le type de justification exigé. L'ensemble de ces informations ont été rédigées dans un VIP présenté par l'AIBC qui est disponible sur ce site. Vous pouvez trouver la version originale en anglais et la version traduite en français.